Des experts du Centre universitaire de recherche et d'application en télédétection du Ghana, du Bénin, du Burkina Faso, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire en formation en vue de mettre en place des outils pour prévenir les inondations. Et puis le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Boubou Cissé arrêtés en fin d'après-midi à Bamako par des militaires en révolte. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les experts en télédétection du CURAT, le Centre universitaire de recherche et d'application en télédétection, renforcent leurs capacités. La formation se fait par visioconférence et porte sur l'acquisition, le traitement, l'utilisation et l'application des données Sentinelle 1, 2 et 3. Ils viennent du Ghana, du Bénin, du Burkina Faso, du Nigeria. Objectif, mettre en place des outils pour prévenir les inondations. Clément Boko revient de l'université Félix Houphouët-Boigny où s'est déroulée la formation. Renforcer les capacités des responsables techniques, des partenaires et des organisations de gestion des catastrophes au sein du consortium GMES et Afrique en matière d'utilisation des données Sentinelle. C'est l'enjeu de cet atelier initié à l'attention des experts en télédétection. Pourquoi ces données Sentinelle? Parce qu'au départ, on avait cette difficulté-là d'avoir des données de haute résolution pour le traitement de ces gestions des catastrophes naturelles. Parce que c'était coûteux. Et comme nos pays sont des pays sous-développés, nous n'avons pas cette capacité-là d'acheter des données satellitaires comme QuickBird et ICNOS qui sont vraiment onéreux. Donc, dans le cadre d'une collaboration entre l'Union africaine et l'Union européenne, l'agence Copernicus a pu déployer un satellite qui est Sentinelle, qui permet de pouvoir avoir des données satellitaires et mieux, c'est gratuit. Donc, ils peuvent être utilisés comme images à haute résolution dans le traitement de différentes thématiques. 2 jours durant, experts et professionnels des sciences spatiales du Ghana, du Bénin, du Burkina Faso, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire vont se pencher sur la problématique des inondations. Alors, avec la géomatique, les outils spatials, nous pouvons prévenir, nous pouvons modéliser et nous pouvons donner surtout un outil aux décideurs. Un outil aux décideurs qui vont prendre les initiatives, les décisions pour dire que nous avons tel travail à faire ici, qui va nous aider à sensibiliser. Donc en fait, ces outils que nous développons ici, la géomatique, c'est ce qu'on appelle pratiquement l'aide à la décision. On a un peu vécu ce qui s'est passé dans le mois de juin au niveau d'Abidjan, mais avec des images, je pense qu'on peut utiliser cela et puis cartographier les zones inondables en vue d'avertir, pour dire ceux qui occupent ces zones-là sont dans des zones dangereuses, alors il serait intéressant qu'on puisse les déplacer. Le programme de soutien à la surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité de l'Afrique, GMES et Afrique, est une initiative conjointe de l'Union africaine et de l'Union européenne. À l'issue de cette formation, les participants devront acquérir les compétences nécessaires pour former d'autres acteurs. Parlons riziculture. Gagnoa fait partie des localités réputées dans la production de plusieurs variétés de riz de qualité en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, cette partie du centre-ouest du pays peine à produire le riz en quantité. Les besoins de la Côte d'Ivoire en matière de riz sont de plus de 2 millions de tonnes alors que la production annuelle est de plus de 1 million de tonnes. Les riziculteurs peuvent arriver à l'autosuffisance et même dépasser les besoins de la consommation en riz. L'objectif aujourd'hui est de contribuer à produire de manière compétitive, rentable et durable du riz pour satisfaire les besoins nationaux et consolider un stock de sécurité. Charles Tatou est à Gagnoa pour faire l'état des lieux de la riziculture dans cette localité. Connue comme zone de production de plusieurs variétés de riz pluviales de qualité, la prospérité de la région du Gor est comptée aujourd'hui au passé. Toutes les variétés de riz, aussi parfumées comme les riz importés, ont complètement disparu dans les villages. C'est fini, on a tout mangé parce que toute l'année là. Si tu manges que tu ne ressèmes pas là, il n'y en a plus. Ça disparaît. Mais il faut remplacer. Si tu es en train de manger, tu mets l'autre dans la terre, là ça reproduit. Mais si tu n'as pas fait ça là, tu ne peux plus avoir riz. C'est comme ça a disparu. Défaut de pérennisation de ces variétés de riz BT, les nouvelles générations dans le Gor sont obligées de consommer du riz des bas-fonds appelé communément riz chinois. Avant, à l'époque de mes parents, le riz des bas-fonds là, les gens n'aiment pas ça, ils aimaient le riz de BT. Mais actuellement, il n'y a plus de riz BT, c'est le riz bas-fonds là. Tout le monde court derrière nos riz maintenant. On blanchit pour les gens, hein, et puis on achète pour nos sacs.
En janvier et mai, on était obligé d'aller ailleurs, en Côte d'Ivoire, pour chercher le riz. Quand je dis ailleurs, c'est du côté de Vavois, du côté de Mankonon, Tinibé, pour avoir le riz. Plusieurs causes sont à la base de cette situation, notamment l'aspiration à l'autonomisation avec l'avènement de la culture de l'EVIA. Il y a 2 hectares d'EVIA. L'avantage de l'EVIA, c'est une culture industrielle. C'est-à-dire, au moins dans le mois, tu as au moins quelque chose pour te dépanner, pour t'occuper de ta famille. Donc, ça nous a vraiment donné le courage de faire cette culture. Nous avons trouvé une culture que nos parents ont laissée ici. La cohabitation des gens. C'est dedans nous sommes. Donc on trouve que le Baoulé qui est quitté chez lui, le Sénoufo, le Burkinabé, l'Agni, tout ce monde qui sont versés chez nous, nos parents nous ont dit, nous sommes frères. Donc si quelqu'un vient vers toi pour dire, mon frère, j'ai besoin d'une petite partie de terre, tu lui donnes. Moyennant quelque chose, c'est comme ça la bourse est partie. La plupart des jeunes, les œuvrés, ont choisi de travailler la bourse. Tous ceux qui sont autour de moi ont chacun au moins 1 ou 2 hectares de plantation de cacaoyers. Au niveau de Brocoyo, la population a augmenté. Il n'y a plus de bourse. C'est la première des raisons. La deuxième raison, il n'y a plus de facilité d'exploiter le riz de bas-fond parce qu'au moins en 3 mois, on a la nourriture. Alors que ces variétés que nous exploitions, que nos parents exploitaient, c'est du riz qui dure 6 mois. À Bayota, sous-préfecture, tout comme à Brogoyo, dans la sous-préfecture de Serio, les populations rurales ont largement contribué à la destruction des forêts. Une destruction au profit des nouvelles cultures pérennes. Mais les bas-fonds restent les seuls recours aujourd'hui pour la culture de riz dans ces différentes localités de la région de Gao. Si le succès de ce pays repose sur l'agriculture, il pourra aussi reposer sur la transformation des matières premières agricoles. Pour relever donc ce défi de conforter la compétitivité, une unité de transformation de cacao de 100 000 tonnes va voir le jour à San Pedro. Avant le démarrage des travaux de construction, le Conseil du café cacao a dédommagé les exploitants agricoles qui ont leurs parcelles sur le site. Sam Kono. Le Conseil du café cacao met en œuvre son projet de transformation en produit semi-fini du cacao ivoirien. Une unité de transformation de 100 000 tonnes de fèves de cacao va être construite sur ce site de 21 hectares dans la nouvelle zone industrielle de San Pedro. En attendant le démarrage effectif des travaux de construction de cette usine Transcao par le Conseil du café cacao, les exploitants agricoles qui ont des parcelles sur le site retenu ont perçu leur chèque dans la salle de réunion de la préfecture de San Pedro. Ça fait mal, mais il faut accepter. Il faut accepter. C'est une plantation d'EVIA. Voilà, et donc, en tout cas, cet argent, nous allons l'utiliser à bon escient, essayer de faire quelque chose pour ne pas regretter demain. Plus de 45 millions de francs CFA ont été distribués par le Fonds de développement des infrastructures industrielles. Pour le directeur général de Transcao, après cette phase de purge, le Conseil du café cacao peut démarrer les travaux de construction de cette usine. L'État accepte en tout cas via le CCC d'investir dans la construction d'une unité de transformation de cacao en produits semi-finis de 50 000 tonnes au démarrage et en année 3, on passera à 100 000 tonnes la capacité. Ce projet aura un impact réel, social et économique pour la région et pour notre pays. En plus de l'usine de transformation, un magasin de stockage de 100 000 tonnes de cacao va être également construit pour le bonheur des producteurs. À la direction de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle du secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, l'heure est à la certification des métiers du secteur informel. À Boaké, les acteurs réfléchissent donc sur l'axe stratégique 3 du programme national de développement qui prévoit de certifier les compétences techniques et acquis professionnels des travailleurs du secteur informel. Soro Corona. Selon les données du Bureau international du travail, l'économie informelle contribue à près de 40% au produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire.
Le taux d'employabilité du secteur informel surpasse largement celui du secteur formel. En dépit de cette embellie économique, les acteurs du secteur informel sont toujours à la traîne. Pour valoriser le capital humain que ces travailleurs constituent et améliorer leur bien-être, le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a adopté un nouveau cadre réglementaire qui s'inscrit dans la politique de réforme de la formation professionnelle par apprentissage. À Bouaké, les acteurs réfléchissent pour la certification des métiers du secteur informel. Ce mini-atelier s'inscrit, n'est-ce pas, dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle par apprentissage. Et cette réforme a abouti à la mise en place d'un décret sur l'apprentissage qui, en son article 27, prévoit de certifier les apprentissages dans le secteur informel par la voie de la VAE. Ce mini-atelier répond à la stratégie 3 du Programme national de développement qui prévoit de certifier les compétences techniques et acquis professionnels des travailleurs du secteur informel. L'État a vu juste et la loi a été adoptée en 2019 et aujourd'hui ça va être une réalité dans notre zone. Et merci et bravo à l'État, mais surtout merci au ministère de l'Éducation nationale, particulièrement au secrétariat d'État qui est en charge de la formation professionnelle, qui a fait de ça aujourd'hui une réalité. Ces mini-ateliers d'explication et d'appropriation du processus de certification s'y tiennent à Bouaké, Daloa, Korogo, San Pedro et Bondoukou. Et puis plusieurs infrastructures ont été réalisées grâce au contrat de désendettement et de développement. La société civile effectue un suivi indépendant de ces projets appuyés par des comités de veille communautaires qui étaient réunis à Bouaké pour échanger. Nous reviendrons sur ce reportage de Soro Corona dans nos prochaines éditions. Parlons santé. Des femmes atteintes du cancer du sein et du col de l'utérus reçoivent des dons en vivres et non-vivres de la Fondation Magic System. Ces femmes sont aussi soutenues par l'ONG, le réseau des amis pour la lutte contre le cancer de la femme. Clément Boko. Le cancer, un tueur silencieux. Ces femmes veuves, pour certaines, et abandonnées pour d'autres, souffrent du cancer du sein ou du col de l'utérus depuis des années. Pour les soulager en cette période de crise sanitaire, la Fondation Magic System les a offert des vivres et des non-vivres, composés entre autres de riz, d'huile et de kits sanitaires. Un geste salué par les bénéficiaires. Je remercie aux donateurs qui sont nos enfants aujourd'hui, malgré qu'on a perdu les maris, il y a d'autres enfants qui sont déjà partis, qui ont passé à nous, qui nous ont donné ces dons. Que Dieu les bénisse et que Dieu leur donne de plus pour qu'ils puissent nous appeler encore pour nous donner ces dons. En plusieurs langues locales, les femmes ont saisi l'occasion pour lancer un appel aux bonnes volontés pour une meilleure prise en charge. Je tiens à remercier nos donateurs, à savoir la Fondation Magic System, qui a fait confiance à notre organisation et qui nous a fait un don. Et on demande en même temps l'occasion au gouvernement pour leur dire que ce n'est pas facile. C'est vrai qu'on a le Covid et que le Covid tue. Mais les femmes qui ont le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, nous sommes là. Ce n'est pas facile pour nous aussi. Parce que parmi nous, il y a des mamans qui ont été laissées par leur mari. Et pourtant, elles ont leurs enfants. Il y a des femmes parmi nous. C'est vrai qu'elles font la chimio, mais elles n'arrivent même pas à avoir 500 francs pour manger par jour. Donc si on peut avoir plus de donateurs pour visiter les femmes malades du cancer et puis leur donner quelque chose pour soutenir cette famille-là, je pense que c'est bon. Créé en 2017, le réseau des amis pour la lutte contre le cancer de la femme, RAL2CF, compte une centaine de membres, toutes atteintes de cette maladie. Sachez que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Boubou Cissé ont été arrêtés en fin d'après-midi à Bamako par des militaires. Ibeka et son premier ministre sont dans un blindé en route pour Kati, le camp militaire de la banlieue de Bamako où la mutinerie a débuté dans la matinée selon une source militaire dans le camp des mutants. Des militaires maliens ont pris le contrôle de cette garnison proche de Bamako. Le Mali est confronté depuis plusieurs mois déjà à une grave crise sociopolitique. Une coalition hétéroclite d'opposants politiques, de guides religieux et de membres de la société civile multipliait les manifestations pour réclamer le départ du président Keïta, accusé de mauvaise gestion.
Et pour finir, sachez que des 4 hommes membres présumés du Hezbollah accusés d'avoir participé à l'assassinat en 2005 de l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri, 3 ont été acquittés par le tribunal spécial pour le Liban à El Shedam, près de la Haye aux Pays-Bas, où est basé le TSL, sans qu'aucun lien direct n'ait pu être établi avec les dirigeants du mouvement chiite. Au bout de 6 ans de procès, le seul à avoir été reconnu coupable était le principal suspect dans l'affaire Salim Ayash, condamné par contumace pour son rôle dans l'attentat suicide à Beyrouth, tuant 22 personnes, dont Rafik Hariri, qui briguait un autre mandat à la tête du gouvernement libanais. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.